Bon, je vous remercie d'être venu ce soir pour écouter cette conférence. Merci François de m'accueillir. Merci Gérard-Yves, puisque c'est grâce à toi que ce contact a pu être mis en place et que ma présence ce soir a pu être effective. Ce soir, c'est la première fois que je présente cette conférence en public, donc je voudrais bien m'excuser si jamais il y avait quelques imperfections. J'oserais aujourd'hui plus finalement à faire une lecture publique, je dirais, qu'à faire une conférence, parce que j'aurais voulu la connaître un peu plus, et bon, jusqu'au dernier moment ce soir, j'y ai apporté quelques modifications. Il y aura certainement encore d'autres. Donc c'est une conférence que j'ai voulu sur le thème de l'esthétique de l'image. Je connais à peu près ici la moitié de la salle, puisque le film que nous avons réalisé ensemble, qui s'appelle La Croix du Plessier, qui a été tourné, dont le tournage s'est terminé il y a maintenant quelques semaines, peut-être quelques mois maintenant, quelques semaines, je pense. Donc la moitié d'entre vous, je pense, y ont participé d'une façon ou d'une autre, et donc aussi, encore une fois, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le dirai encore, mais bon, un grand merci à tous ceux qui ont porté leur contribution bénévole à ce film qui, j'espère, ne tardera pas trop à sortir. On avait annoncé dans un premier temps une sortie de ce film en octobre, puis en novembre, et bon, ça traîne un peu pour l'instant pour des raisons de budget. J'expliquais à François tout à l'heure. Donc aujourd'hui, tout le monde a été bénévole, c'est clair. Les musiciens sont également bénévoles, hein, qu'il s'agisse de Robert Le Gall, qui est quand même quelqu'un qui est relativement connu dans le monde de la musique, et d'Agnès Le Cossois, qui est une chanteuse lyrique là aussi bien connue, mais malgré tout, il restera à payer les studios, et ça malheureusement on peut pas y couper, plus l'encodage pour les projections de cinéma. Donc c'est de l'ordre de 3 000 €. Donc je ne vais pas tarder à refaire une campagne certainement auprès de nos élus. Donc bon, je voulais simplement encore, puisqu'on y est ici à Château-Thierry, préciser qu'aujourd'hui Jacques Krabal a donné complètement son accord pour aider finalement la sortie de ce film, c'est-à-dire en nous aidant en matière de communication, en matière de mise à disposition du cinéma, et qu'aujourd'hui, malgré ça, on est encore en train de se battre auprès des élus. Donc je verrai après ce qu'il en est au niveau du Conseil général, du Conseil régional, pour essayer de trouver ça. J'aimerais bien quand même que l'on puisse avoir des fonds locaux, je dirais, même au niveau de la région ou au niveau local, pour aller plus loin dans ce film. Voilà. Donc c'était simplement un aparté concernant la Croix du Plessier. Donc je voulais m'en expliquer par rapport à vous, qui, pour la moitié de la salle, encore une fois, ont participé à ce projet. Je vous remercie. Je remercie aussi Isabelle et Léo qui ont contribué finalement à l'organisation de cette journée. Et nous avons même quelqu'un qui nous vient de Vendée, Rabat. Il est venu à pied ce matin. Donc merci d'être venu de si loin pour écouter ce que j'avais à dire sur l'esthétique de l'image. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est une conférence que j'ai souhaité faire pour deux raisons. La première, c'était premièrement de rendre hommage à Robert Doisneau, qui est parti maintenant, ça fait je pense une vingtaine d'années, ou 20 ans d'ailleurs, ça fait 20 ans le 1er avril. Et par ailleurs, essayer de regarder un peu comment aujourd'hui on pouvait inscrire une esthétique de l'image à travers deux réalisateurs, enfin deux personnes du monde de l'art, que ce soit d'une part Robert Doisneau et d'autre part Bergman. Donc le comparatif, vous verrez à l'intérieur de la convention, à l'intérieur de la conférence, le comparatif peut paraître un peu déséquilibré, mais je pense que si on reste sur ce thème de l'esthétique de l'image, on a véritablement un fil conducteur, et vous me direz si ce thème vous convient et de quelle façon éventuellement par la suite on pourra l'améliorer. Voilà. Donc je vais vous donner
quelques, quelques propos et je compte sur vous tout à l'heure pour pouvoir échanger aussi là-dessus et de pouvoir donner votre avis et de pouvoir éventuellement poser des questions et de participer au débat parce que donc au-delà même de l'esthétique de l'image, vous verrez qu'on va parler aussi des émotions. Je parlerai de moteur d'émotions et on aura l'occasion d'en discuter vraiment ensemble tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai déjà chaud, donc je vais retirer ma veste et puis je vais commencer à vous lire, les documents. On fait pas trop. Des milliers d'images sont produites chaque jour sur Internet, sur nos appareils photos, sur nos smartphones, et chacun de ces éléments contribue à cette surabondance. Parmi ces images, certaines d'entre elles, plus créatives, plus esthétiques, retiennent notre attention. Je vais tenter de définir avec vous les critères qui font qu'une image est considérée comme esthétique. Cela veut-il dire que cette image génère une émotion? Si oui, quelle est cette émotion? Est-elle individuelle ou est-elle collective? Comment regardons-nous? Est-ce qu'il s'agit simplement d'un simple plaisir des yeux? Est-ce que l'on est, comme dans Le Petit Prince avec Saint-Exupéry, à dire que l'essentiel est invisible pour les yeux? Alors si cette conférence est en hommage à Douaneau, j'ai voulu moi aussi donc intervenir sur cette partie qui est plus liée à l'émotion, parce que je pense que tout le monde connaît Robert Douaneau, c'est quelqu'un qui était justement lié à cette partie nostalgique de l'image. Donc je pense que cette partie nostalgique de l'image contribue beaucoup à cette part d'émotion. En partant sur ces deux artistes, à la fois Douaneau et Bergman, donc dans deux disciplines différentes, évidemment, je vous propose de réfléchir ensemble sur nos propres émotions. Est-ce qu'on peut les provoquer? Est-ce qu'on peut les canaliser? Pourquoi et comment les transmettre? Je vous invite à voyager dans l'émotion et tout à l'heure à échanger sur ce qui fait de nous des êtres sensibles. Je vous inviterai à apporter votre témoignage sur la notion de beauté. La beauté ou peut-être, comme on pourrait dire, l'émotion esthétique. Ce plaisir étrange, ni simplement sensuel, ni vraiment intellectuel non plus, une satisfaction gratuite, désintéressée, une évidence qui soudain vous apaise en disant « c'est beau ». J'aurais pu intituler la conférence finalement « Philosophie de l'émotion ». J'avais sous les yeux une image qui a fait le tour du monde, que vous connaissez certainement. Lorsque le couple s'embrassa devant l'hôtel de ville de Paris, le photographe était là pour capter ce moment d'intimité, cette seconde éternité. Ce photographe s'appelait Robert Douaneau. Alors vous me direz, on parle de cette image-là, et en même temps, ça peut paraître paradoxal qu'on ne puisse pas voir cette image-là à l'écran en même temps. Mais ce que j'ai souhaité faire, finalement, c'est à travers des descriptions d'images, ou à travers des descriptions d'émotions, de pouvoir se créer sa propre émotion et de pouvoir se dire, à travers une description d'image, comment on peut l'interpréter. C'est un peu comme si, finalement, on avait la lecture d'un roman, d'abord, où chacun va pouvoir l'interpréter à sa façon, et ensuite, on aura la version cinéma, donc la version qui est celle qui a été filtrée par l'auteur ou filtrée par le metteur en scène. Donc l'absence d'image permet, à mon avis, justement, dans une conférence comme celle-là, de se créer ses propres émotions et de se créer sa propre opinion sur les images qui sont décrites. Il y a beaucoup de descriptions d'images, vous le verrez. Ça vient de mon métier, je suis photographe et réalisateur, et c'est vrai que finalement, comme j'interviens moi comme autodidacte, et c'est finalement mes propres émotions qui ont construit les films que je fabrique aujourd'hui. Si par exemple mon grand-père qui était mineur n'avait pas fait de cinéma, j'en serais certainement pas là aujourd'hui. Donc c'est cette multitude de petites émotions, j'allais dire Madeleine de Proust,
qui fait que je me suis construit, moi, à travers des images. Donc, finalement, la façon dont je présente cette esthétique de l'image, c'est finalement une série d'impressions, une série de sensations qui font que, finalement, la construction se fait à travers des images. On parlait de la Croix du Plessier tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour d'autres films, on pourra en reparler tout à l'heure. C'est pour moi des rencontres aussi. Un prof d'histoire quand j'étais à Arras, en 5e je crois, ou 4e, je ne sais plus, qui était passionné par le théâtre, et une rencontre avec Philippe Cobert, qui n'était pas connu à l'époque évidemment, qui allait l'être avec le film Molière, et la pièce Molière dans les années 80. Donc chaque rencontre et finalement chaque échange a pu finalement contribuer à la réalisation de films. Les films tels qu'on l'a fait, par exemple, pour La Croix du Plessier, ce sont des films sur lesquels j'ai voulu travailler comme un opéra visuel. C'est-à-dire que je n'ai pas souhaité qu'il y ait beaucoup de dialogues. Ceux qui ont participé le savent. On n'a pas beaucoup donné d'importance au dialogue et au son. Puisque, j'en parlais tout à l'heure dans mes avant-propos, on a la présence par exemple d'Agnès Lecossois, qui est chanteuse lyrique et qui va intervenir à l'intérieur de ce film. Et donc finalement cette réserve sur le son donne quelque part une importance à l'image, d'où l'importance de l'image finalement entre les deux personnages que sont Robert Doisneau et Bergman. Lorsque le couple s'embrassa devant l'hôtel de ville de Paris, le photographe était là pour capter ce moment d'intimité, cette seconde d'éternité. Ce photographe s'appelait Robert Doisneau. Cette description déclenche-t-elle une émotion particulière? Cette description déclenche-t-elle pour vous une émotion particulière? Pour ceux qui connaissent cette photo, que va-t-elle évoquer? Peut-être le souvenir d'un amour, peut-être le souvenir d'un voyage à Paris, peut-être une émotion à la nostalgie même de l'image. En fait, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que cette photo a été mise en scène. Ce qui, évidemment, ne retire rien à la qualité du photographe qui était Robert Doisneau, bien au contraire. L'homme qui dépose un baiser sur la bouche de sa fiancée s'appelle Jacques Carteau. Il est figurant, il court le cachet entre les maisons de production et les photographes. Il fréquente les cours Simon. En 1950, le magazine Life commande à Robert Doisneau une série sur les amoureux de Paris. Une recommandation: ne pas prendre de couple au hasard, car le magazine venait de perdre un procès sur l'utilisation du droit à l'image. L'histoire de cette photo est finalement peu réjouissante, car après qu'elle ait été largement diffusée grâce à un éditeur qui en fit un poster en 1986, des personnes ont cru se reconnaître sur cette photo et ont intenté un procès à Robert Doisneau, un événement qui lui a pourri la dernière année de sa vie. Cet homme aux 500 000 photos, cet éternel flâneur, finira par dire « C'est triste de penser que je ne laisserai que cette photo ». La mise en scène de cette photo et de nombreuses autres montre que Robert Doisneau était avant tout un humaniste et que cette capacité de mise en scène passait évidemment par le moteur de l'émotion. Cette remarque est un début de réponse à ceux qui pourraient penser que de traiter à la fois Bergman et Doisneau dans la même conférence équivaudrait à faire le grand écart culturel entre deux personnages de l'histoire de l'art. Ce qui en fait n'est que le moteur de l'émotion, c'est ce qui fait le lien. Robert Doisneau est orphelin. Sa famille d'accueil réside à Gentilly, à l'époque où la banlieue parisienne est encore faite d'arbres et d'espaces verts. Il verra évoluer cette banlieue vers ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il est né le 14 avril 1912, quelques heures après le naufrage du Titanic, se plaisait-il à dire. Toute sa vie, il va travailler à faire fusionner deux émotions, la création et la nostalgie. Son rythme, la pêche aux images. Son tempo, le temps qui passe. On parlait tout à l'heure de nostalgie. On ressent bien cette nostalgie à travers les propos qu'il a pu tenir sur le temps qui passe et l'évolution qu'il a pu faire sur les photos de banlieue qu'il a pu faire à Gentilly et à la suite à l'intérieur de Paris. Totalement opposé à la discipline, c'est un homme libre. Il sera renvoyé de chez Renault pour retard répété. Pour lui, les bistrots sont des espaces de liberté et de convivialité. La scène se passe justement dans un bistrot. Anita est triste, elle est assise dans un café, elle attend. Son mal au dos la fait souffrir. Les conversations de ses voisins l'agacent, elle reçoit un SMS.
Son visage se ferme. Son ami ne viendra pas. Soudain, quelques notes jaillissent de derrière le bar. Anita écoute. Cette mélodie la remplit. En elle, d'un seul coup, quelque chose se rassemble, se fluidifie. L'apaisement est total. C'est beau. Quel est ce beau? C'est seulement l'émotion musicale? Bien entendu, je ne parle pas d'une photo de Robert Doisneau, parce que je parlais de SMS. Par contre, le prénom d'Anita n'a pas été choisi au hasard. Le 12 avril 1994, le lendemain de la mort de Robert Doisneau, Libération attitrée, Mademoiselle Anita est triste, Robert Doisneau est mort. Son regard généreux et gouailleur s'est posé sur Paris, sa banlieue, ses amoureux, ses figures pas toujours gaies. Robert Doisneau avait 81 ans. C'est cette photo qui a fait la une de Libé, qui était la photo de cette femme qui attend au café. Et on peut toujours penser d'ailleurs que ces émotions qu'on voit dans les yeux d'Anita, finalement, peuvent être justement sublimées par une image qui viendrait être apportée et qui viendrait être confondue avec, on dira, une belle musique, entre guillemets, on y reviendra tout à l'heure. Quelle est donc cette émotion qui relève de cette beauté? Si on disait c'est bien, ce serait un critère moral. Si on disait c'est bon, c'est un critère sensuel. Si on disait c'est vrai, ce serait un critère rationnel. Là, on dit c'est beau. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas de critère. C'est beau, c'est comme ça. On ne le discute pas, ni avec les autres, ni avec soi. On trouve ça beau. Voilà. Bergman, lui, est né le 14 juillet 1918 à Uppsala, en Suède. En 1945, il est metteur en scène de théâtre et scénariste. Étant fonctionnaire, il tournera un film par an. Chaque été, il tournera son film chaque été. Persona, un film de 1996. C'est ça. Ça doit être 1966, je pense. Marque tournant dans la carrière du réalisateur. Dans ce film, Elisabeth Vogler, interprétée par Liv Ullmann, a perdu la voix. Son infirmière, Alma, interprétée par Bibi Andersson, tente de communiquer avec elle. Les deux femmes finissent par s'installer dans une maison reculée près de la mer. Ce dialogue à sens unique est appuyé par des clairs-obscurs très contrastés. Après le succès de ce film, la maison de production de Bergman sera rebaptisée Persona. Il considère que tout film qui n'est pas documentaire relève du rêve. Je cite, « Aucun art autre que le cinéma nous touche aussi directement notre âme. » Ou encore, le cinéma est un langage à part entière, une langue qui se parle d'âme à âme et qui se soustrait au contrôle de l'intellect. J'ai rencontré récemment un sculpteur qui évoquait le travail de la terre. Il se plaisait à dire que le lien entre les mains de l'artiste et la terre avait finalement sa propre vie et que l'intellect n'avait pas de place. Donc, il laissait simplement libre cours à son imagination. Reste que le chemin vers l'intuition est difficile. Bergson montre que l'intuition n'est pas si spontanée qu'on pourrait le croire, qu'elle récompense en fait un double effort. Un premier effort, s'arracher aux manières habituelles de penser, aux opinions toutes faites. Un second effort, s'abstraire de l'urgence, de l'action présente, du souci de l'utile. Être intuitif se conquiert donc. Bergson ajoute qu'être intuitif, c'est être tout entier, là, avec son passé et ses souvenirs. On en parlait tout à l'heure. Là encore, il s'agit bien de mémoire, voire de nostalgie. Bergman utilisera lui aussi la nostalgie dans son travail. La mythologie, les symboles sont omniprésents. Le cinéma qui parle de cinéma, une présentation onirique de la mort, des fantômes, des araignées. Il utilise les codes graphiques comme le feront plus tard Peter Greenaway ou comme l'avait fait déjà Louise Buñuel. Bergman touche ici la limite de l'interprétation surréaliste. Ce monde de rêve, il le puise aussi dans la nostalgie de sa jeunesse. Un grenier, un cheval à bascule, son dernier projecteur. Dans Jeux d'été, il évoquera ses souvenirs d'adolescent et dira « Ce film-là, je l'ai fait avec mon cœur ». Ces mêmes références cinématographiques, il est possible de les retrouver aujourd'hui, par exemple chez Tim Burton pour La partie des rêves, ou chez Tornatore pour le magnifique film Cinéma Paradiso. Le dernier film de Bergman, intitulé Sarabande, il était précédé par un film qui s'appelle Les Faiseurs d'images, un film qui parlait aussi du cinéma. Pour lui, l'écran est une interface entre le metteur en scène et l'observateur. Dans une série de films publicitaires pour le savon Brice, qu'il a tourné en 1951, on y voit un personnage traversant l'écran. Là aussi, c'était certainement, je pense, assez contemporain, puisque l'on s'en aperçoit aujourd'hui qu'on arrive sur les 3D, et cette idée-là, il l'avait déjà eu dans les années 50.
La peur de la solitude est le grand thème unificateur de l'œuvre de Bergman. Les acteurs jouent non pas face aux autres personnages, mais enfermés sur eux-mêmes, face à la caméra, presque regard caméra. Les acteurs jouent en intériorisant ce qui est extérieur. Dans Persona, justement, on ne sait plus très bien ce qui relève de l'intérieur ou l'extérieur. Bergman est aussi un cinéaste de l'abstraction lyrique, où, pour Gilles Deleuze, le monde se déploie ou se rencontre à partir d'un seul visage. Ce qu'avait ressenti Godard à la sortie du film Monica de Bergman, c'est il faut avoir vu Monica rien que pour ces extraordinaires minutes où Harriet Anderson, avant de recoucher avec le type qu'elle avait plaqué, regarde fixement la caméra, ses yeux rieurs, embrumés de désarroi, prenant le spectateur à témoin qu'elle a d'elle-même opté volontairement pour l'enfer contre le ciel. C'est le plan le plus triste de l'histoire du cinéma. Cette dimension fondamentale, chez Bergman, celle du peintre des visages, prend sa source à cet instant. Elle s'approfondit de film en film. On retrouve dans Persona un autre plan très célèbre d'un visage, ou plutôt de deux visages. Alma d'un côté, Elisabeth de l'autre, qui se veulent très différentes. Pourtant, l'une de l'autre, il est nécessaire qu'elles entrent en contact sans être semblables. Pour filmer la séquence d'une fusion ratée, qui finit dans la violence, avant que la relation ne s'apaise jusqu'au dernier matin, Bergman a maquillé et coiffé Bibi Anderson et Liv Ullmann de la même façon. Et puis, il va s'amuser à faire un champ contre champ sur un fond semblable, à tel point que l'on ne saura pas qui est le personnage et qui est l'autre personnage. Là aussi, il était précurseur d'un cinéma qui allait être complètement différent, parce qu'à la fin des années 60, finalement, on retrouve ces gros plans dans ce qu'on appellera par la suite la nouvelle vague, avec le cinéma qui était celui de l'émotion et qui allait au-delà du masque théâtral. Les thèmes majeurs de Bergman s'articulent autour de la peur et de la solitude. L'absence de Dieu, la peur de la mort, les déchirements du couple sont des écueils que l'homme doit s'affronter s'il ne veut pas finir seul. Alors que l'enfance, l'érotisme et le théâtre parviennent à régénérer l'individu. Dans tous ces domaines, les femmes, plus fortes et plus lucides que les hommes, sont les interprètes privilégiés de Bergman. Le théâtre demeure pour Bergman un lieu de prédilection et de convergence de toutes ses passions. La découverte simultanée, pendant ses années de formation, de Shakespeare et de Strindberg, marque à jamais son esprit et influence encore durablement son travail de cinéaste. Les troupes d'acteurs, les histoires de scènes et de coulisses sont légion dans les films de Bergman. Dans Après la répétition, en 1984, il est question de rapport intime entre un metteur en scène et son actrice. Dans La Nuit des Forains de 1953, il scrute les vicissitudes d'un cirque. Dans Le Septième Saut de 1956, il met en scène un couple d'acteurs au Moyen-Âge, sans oublier bien sûr la flûte enchantée de 1975, qui inscrit l'opéra dans sa représentation scénique face aux spectateurs qui sont filmés pour ce qu'ils sont. On vient d'évoquer l'esthétique au cœur du travail de ces deux artistes. Pour évoquer la photo et le cinéma en termes d'esthétique, il fallait partir du postulat que ces deux domaines étaient considérés comme appartenant au domaine des arts. Si de façon globale, aujourd'hui, chacun est prêt à l'admettre, il n'est pas rare que certains considèrent que ce n'est pas encore le cas. Tout récemment, puisque ça date de la semaine dernière, lors du mois de la photo à Paris, on a pu constater qu'une photo avait fait l'objet de censure. Peut-être un retour au puritanisme, le musée du Louvre qui ne s'étonne plus de montrer des nus de Rubens ou de Caravage, et pourtant, 2 semaines après la destruction de l'œuvre de Paul McCartney, place Vendôme, une photographe, Danielle Ducruet, qui travaille depuis 15 ans sur le concept de la famille et qui participait à une exposition de groupe sur le thème de l'intime dans une galerie parisienne lors du mois de la photo qui se déroule encore en ce moment. Sa photo intitulée Mère et fille a été décrochée avant même d'être vue. Là, c'est sur la décision d'un galériste et du directeur de la Maison européenne de la photographie, Jean-Luc Monterosso. Il avait pourtant lui-même choisi ce thème de l'intime pour le mois de la photo. Ils ont agi après une brève campagne de lettres anonymes sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on considère la peinture certainement comme une œuvre d'art, et donc sur la liberté complète du sujet, ce n'est peut-être pas encore le cas pour la vidéo et pour la photo finalement. Par exemple, sur le simple fait de montrer des vidéos de paysages dans une galerie,
on m'a refusé cette exposition-là dans une galerie de Cannes, en considérant que la vidéo ne faisait pas encore partie finalement d'un art à part entière. C'était sur un seul écran, et le fait de montrer une vidéo qui se déplaçait en mouvement lent sur un paysage, c'était pas considéré comme une œuvre. Donc je veux dire, je ne sais pas par rapport à mon propre travail, puisque d'autres vidéastes ont aussi proposé de faire ce travail, et ce travail n'a pas été accepté. Donc il a en contrepartie Bill Viola, qui expose encore au Grand Palais, je crois, en ce moment, ça doit se terminer début 2015. Montre qu'au contraire, maintenant il est possible certainement d'intégrer complètement dans l'art contemporain la partie vidéo. Bon, on en a encore, vous voyez, malgré tout, à considérer qu'il peut y avoir encore des réserves sur la photo ou sur la vidéo considérées comme œuvre d'art. Quelles œuvres d'art pour quelles émotions? J'ai tenté de classifier ce principe esthétique dans 4 grandes pensées philosophiques. Ça va te plaire, François. Pour Platon, le critère esthétique réside dans le formalisme, une forme arrachée au réel et qui le transcende. Les arts restent captifs jusqu'au bord de l'informel. L'idée du beau relève de l'aspect formel. Cette forme semble désigner la piste à suivre pour sortir de la caverne. Platon aurait applaudi devant les œuvres de Mondrian, de Kandinsky, de Pierre Soulages. Réfléchissant sur le principe du moteur de l'émotion, et faisant référence à Pierre Soulages, est-ce qu'on peut penser que la couleur noire, par exemple, est une couleur kinesthésique plutôt qu'une couleur sensible, ou qu'une couleur définie comme une autre couleur? Aristote peut être considéré comme un anti-Platon, relevant pour sa part de l'esthétique comme un acte artistique. Il s'agit pour lui de sublimer l'art par des interventions subjectives et sociales. Ce sont des artistes comme Joseph Beuys peut-être, ou comme Marcel Duchamp qui aurait séduit Aristote. Nous nous retrouverons donc à un carrefour complexe, avec le beau et le vrai comme direction. D'un côté, le beau, qui correspond à un principe esthétique, avec sa forme, utilisée comme un moyen de séduction, mais repoussant les limites à utiliser les fragments d'un réel. Longtemps, la photographie a été considérée comme un art mineur, limité à son aspect technique et formel. C'est peut-être l'arrivée du cinéma, quelques années plus tard, Niepce 1824, les Frères Lumière 1895, l'écart entre les deux n'est pas très important, qui a commencé à déloger la photographie de son confortable écran pour l'emmener vers des chemins plus créatifs. Si on regarde aujourd'hui les expositions photos telles qu'elles se font justement sur l'exemple du Grand Palais, on s'aperçoit qu'on commence à voir finalement un début d'évolution de la photo qui me semble aujourd'hui beaucoup plus créative qu'elle ne l'était par exemple dans les années 80. Et je pense que des photographes humanistes, qu'il s'agisse d'Henri Cartier-Bresson ou de Robert Doisneau ou de Willy Ronis, par exemple, ont certainement contribué à lancer de nombreux photographes, mais sur un style donné, et le fait de s'en libérer a valu toutes ces années, donc entre les années 80 et aujourd'hui, une trentaine d'années où finalement la photo a évolué. Et si on regarde par exemple le catalogue justement du mois de la photo dont on parlait tout à l'heure concernant la censure qui a été faite, on s'aperçoit aujourd'hui que cette photo devient, j'allais dire, un art à part entière, j'espère, mais devient finalement quelque chose qui est beaucoup plus libre qu'une photo qui était une représentation simple du réel, telle qu'on l'a connue justement avec ces photographes humanistes, ou comme on l'a connu dans au tout début des années 1900, dans les reportages de photos américaines, par exemple. À ces deux chemins de pensée, je vous propose d'en ajouter deux autres. Commençons par la tendance nietzschéenne. Ce qui obsède Nietzsche, outre la morale, c'est la problématique de l'art. Nietzsche distingue deux concepts d'art, deux formes d'esthétique, de morale, deux concepts de vie. D'une part, le rapport et la réflexion et du jugement, un monde étriqué, celui des références psychologiques qui déterminent le jugement sur la valeur des personnes. D'autre part, une esthétique physiologique, proche de l'émotion et du sensoriel. L'on trouve par exemple dans ses propos dans le cas Wagner, l'un des textes de sa dernière année, il conclut que tout art provient donc de quelque chose d'affectif et de pulsionnel. Et là, on en revient finalement à ce principe d'émotion.
Pour Nietzsche, le sentiment du beau est un sentiment intéressé. L'art peut être considéré comme une activité corporelle. Il s'agit donc d'une physiologie appliquée. Pour Nietzsche, l'art est cette production d'énergie vitale, l'âme et le corps. Le trash, finalement. Pour lui, ce sera Francis Bacon ou Sacre du printemps, par exemple, une déconstruction organique. Si l'art, la confrontation à l'œuvre d'art, plus précisément, a un tel impact physiologique, comment transmettre finalement un ressenti? Comment exprimer alors ce sentiment, cette force qui s'est installée en soi et l'œuvre d'art? Pour l'exprimer, il faut rassembler un vocabulaire émotionnel, le transmettre, et pour expliquer finalement une œuvre. Et finalement, est-ce que l'émotion que l'on ressent lorsque l'on a une œuvre face à nous est facilement transmissible? C'est peut-être là le travail de l'interprète ou le travail de celui qui va devoir expliquer un travail, par exemple, ou le travail d'un critique d'art. Alors là-dessus, il y a un excellent exemple que j'ai moi-même vécu dans les années 80 à Arles, sur le travail du critique d'art. On était quelques photographes, dont Robert Doisneau, installés à une terrasse de café à Arles. Et Arles, qui est donc le centre de la photo tout le mois de juillet, où il est possible de rencontrer grand nombre de photographes et où finalement le monde entier se rejoint autour du milieu de la photo. Et ce jour-là, il faisait bien chaud. On avait commencé à arroser les expositions des uns et des autres assez tôt dans la matinée. Et je tairai les noms, mais l'un d'entre eux s'est levé et avec la chaleur, l'alcool aidant, en se promenant près de la piscine, il a un peu glissé et il est tombé dans la piscine, habillé évidemment. Alors, il a juste eu le temps de jeter son appareil et au moment où il a jeté l'appareil, il a déclenché l'appareil. À l'époque, on était encore en argentique. Et quelques mois plus tard, pour amuser les galeries, c'est le cas de le dire, donc il a fait développer cette photo, qui ressemblait à rien, c'était un flou artistique, on dirait. Et il l'a exposé à la FNAC rue de Rennes. Et donc j'ai visité l'expo avec lui, et le jour où on a visité l'exposition, il y avait là un critique d'art qui expliquait à quelques personnes qui étaient devant lui ce qu'avait voulu dire l'artiste. On est sorti, on est parti boire un coup. Mais revenons à l'esthétique de l'image. 3 pistes de réflexion s'ouvrent à nous. Platon et ses propos sur le formel, les aristotéliciens, avec l'art comme lieu d'expérimentation qui dépasse le formel pour se diriger vers l'acte artistique, et enfin l'aspect physiologique de l'art, dans les propos de Nietzsche, qui place l'émotion artistique dans les méandres du corps humain. Alors peut-être avez-vous choisi votre concept dans ces 3 propositions. D'ailleurs, faut-il choisir? Et si soudain tout s'accordait finalement, et si soudain tous les aspects subjectifs étaient balayés, si on allait au-delà de l'aspect émotionnel, au-delà de l'aspect psychologique, au-delà de tous les concepts, est-ce que finalement cette émotion dont on parle depuis tout à l'heure n'était pas simplement quelque chose de ponctuel? Et pour revenir à ce qu'on disait aussi, si c'est ça, comment ça peut être aussi transmissible? Donc je pense qu'il y a certainement la subjectivité est balayée à des grandes périodes historiques. La Renaissance, par exemple, qui a remis à plat complètement la pensée artistique. C'est ensuite le siècle des Lumières, pendant lequel toute la partie esthétique s'automatise, qu'elle conquiert ses lettres de noblesse, qu'elle devient primordiale. La question du beau, à ce moment-là, qui donne un petit peu un accès au sens. Et je reprends simplement une phrase de René Char qui parle de la beauté, qui peut s'adapter justement à ces concepts qui évoluent et qui dit comment dire ma liberté, ma surprise au terme de 1000 détours. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de plafond. L'esthétique est considérée comme un tout, il n'y a plus de frontières, on est simplement sur le fait de sublimer une émotion.
La crise de 29 aussi, qui a bousculé le monde, a instauré par réaction, au sortir de la crise, un art plus humaniste peut-être et plus ouvert. C'est peut-être là-dedans que c'est finalement se sont mis des photographes plus humanistes comme Robert Doisneau ou Ronis ou Cartier-Bresson par exemple. Sur le principe même des relations entre la photo et le cinéma, je citais tout à l'heure Niepce et les Frères Lumière, par exemple, sur l'aspect formel. Euh, Bergman a beaucoup joué aussi, par exemple, la décomposition de l'image. C'est Edward Muybridge qui est le premier, par exemple, à travailler là-dessus en 1878, en décomposant le galop d'un cheval. Donc on a véritablement là la liaison entre les deux, hein, entre la photo et le cinéma. Et c'est quelque chose, on en a parlé avec quelques-uns d'entre vous lorsqu'on a tourné La Croix du Plessier, où finalement un film de photographe, c'est un film un peu différent d'un film que l'on peut voir à travers des histoires. C'est encore plus vrai pour un film qui serait, j'allais dire, commercial, pour ne pas être péjoratif. Un film de photographe, c'est un film sur lequel, et je pense que Katia, qui a eu l'occasion de m'assister à plusieurs reprises, on en a beaucoup parlé. Un film de photographe, c'est un film où finalement on retrouve dans tous les plans, dans toutes les images, une image bien cadrée. C'est-à-dire qu'on va préférer finalement travailler sur une image esthétique que sur une image dans laquelle on va poursuivre un personnage. Donc on tourne avec très peu de plans. Pour revenir à La Croix du Plessier, on a tourné avec des caméras sur pied, des caméras sur lesquelles on pouvait finalement suivre les personnages, mais avec des plans qui étaient complètement séparés. C'est-à-dire qu'on est avec des images arrêtées, et on est toujours avec des images qui sont des images sur lesquelles on a voulu donner une qualité esthétique. Pour revenir au principe de l'émotion, quel est son effet déclencheur? Une belle image. Qu'est-ce que c'est qu'une image esthétique finalement? Est-ce que l'image esthétique suffit finalement à donner une sensation? Donc, on verra, on parlait tout à l'heure de La Croix du Plessier, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir et on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Enfin, on reparlera justement des émotions qu'on a voulu donner à travers cette image-là. Parce que je crois que véritablement, on a deux critères importants dans un film que l'on n'a pas en photo. C'est pour ça que je suis passé aussi de la partie photo à la partie cinéma, parce que je pense que le cinéma, finalement, est un art à part entière, au même titre que l'opéra. Si on vient ajouter en plus photo, on parlait Bergman tout à l'heure avec La Flûte enchantée, si en plus on ajoute le photo et le cinéma, on arriverait véritablement à quelque chose d'incomplet. La présence d'Agnès Lecossois dans La Croix du Plessier, je pense que ça sera une belle preuve de cette possibilité de compléter les deux. Et cette partie esthétique joue certainement aussi sur la bande-son. Aujourd'hui, quand on regarde, encore une fois, j'allais dire un film commercial, mais quand on regarde ces films, on est toujours finalement dans quelque chose qui est une fuite en avant. C'est-à-dire qu'on assiste à énormément de mouvements, on assiste à quelque chose d'un peu bruyant, et vous pourrez constater, quel que soit le film que vous pourrez voir, que l'on a toujours finalement, il n'existe quasiment aucun silence. C'est-à-dire que l'on va passer d'une image en mouvement à une image arrêtée, mais même à l'intérieur de cette image-là, il y aura beaucoup de mouvements, et si jamais à un moment donné, l'image devenait un peu plus calme, à ce moment-là, on viendrait sur une musique vrombissante, j'allais dire. Donc on n'assiste jamais à quelque chose de calme au cinéma. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une avancée qui se fait avec des gens qui réfléchissent avec nous sur le cinéma de demain, qui est certainement la possibilité de montrer du cinéma autrement, sans paraître en même temps, sans en faire un cinéma intello, mais montrer un cinéma différent
qui serait finalement la possibilité de montrer un cinéma qui soit un cinéma entre la fiction et le documentaire. On parlait tout à l'heure avec Léo de Raymond Depardon. Je pense que lorsque Raymond Depardon filmait les gens de Lozère, on a à la fois cette partie qui est documentaire, évidemment, puisque l'on vit avec eux, mais en même temps, Raymond Depardon était déjà connu pour être photographe avant d'être cinéaste. Et cette avancée faite par les gens comme lui montre qu'il est donc possible d'avoir ce type de cinéma qui est un petit peu différent de celui que l'on voit habituellement sur les écrans. Georges Lautner appelait ça du cinéma français, tout simplement. Dans le film intitulé Les Moissons du ciel, un film sorti en 1978, Terrence Malick raconte l'histoire de Bill, un ouvrier dans une fonderie. Sa petite amie, Abby, et sa sœur quittent Chicago pour faire les moissons au Texas. Voyant là l'opportunité de sortir de la misère, Bill pousse Abby à céder aux avances d'un riche fermier qu'ils savent atteint d'une maladie incurable. Mais Abby finit par tomber amoureuse du fermier, ce qui déjoue les plans de Bill. Ce film est une œuvre poétique, métaphore du paradis perdu où s'entremêlent les passions et la nature humaine. Malick voulait un film très visuel, où l'intrigue serait dévoilée par des images elles-mêmes. Très peu de réalisateurs veulent vraiment donner priorité à l'image. Souvent, le metteur en scène donne la priorité aux acteurs ou à l'intrigue. Ici, l'intrigue est racontée visuellement. C'est ce qu'on pourrait appeler, encore une fois, un film de photographe. Dans ce film, le paysage devient acteur. Comme une poésie de Lamartine, nous vivons à l'intérieur d'une âme. La nature se trouve sublimée, on assiste à une dramatisation du paysage. À ce moment-là, on peut considérer même que la lumière, enfin le paysage, même la lumière, peut intervenir finalement comme un acteur. Ce genre de film nous réconcilie avec le monde, un monde où l'on donne à voir. Là aussi, c'était une phrase que Robert Doisneau appréciait. Donc le fait de donner à voir, c'est-à-dire qu'on peut en parler tout à l'heure de Platon, mais la possibilité d'extraire à un moment donné une image de notre quotidien permet finalement de jouer les touristes. Si l'on va dans une ville que l'on n'a jamais découverte, c'est fou le nombre de choses que l'on va pouvoir découvrir, alors que quelqu'un qui vit dans cette ville ne le voit plus depuis longtemps. Donc cette possibilité de donner à voir, c'est justement cette notion de regard extérieur ou de découpe dans le réel que l'on apporte dans une galerie. Peu importe le lieu d'ailleurs, mais une galerie permet de mettre en valeur l'image. Alors tout à l'heure, donc je parlais de Raymond Depardon. Donc, donc les deux films, que ce soit les films de Raymond Depardon ou Les Moissons du ciel, donc des Terrence Malick, montrent à quel point aussi le silence peut influer sur le caractère émotionnel de l'image. Je refais une petite parenthèse sur la Croix du Plessier. Dans la Croix du Plessier, je pense que l'intensité dramatique, on pourra revenir sur l'histoire tout à l'heure, mais c'est pas ce qui compte. L'intensité dramatique des scènes fait aussi que on a besoin de respirer probablement entre deux scènes. S'il n'y a pas une véritable violence à l'intérieur du film, c'est simplement finalement une histoire qui va raconter quelque chose qui est plus de l'ordre de la psychologie. J'ai quand même souhaité marquer chaque acte d'un plan qui est un plan de paysage. Chaque plan de paysage, donc apportant finalement la possibilité de respirer entre deux plans, donc entre deux contraintes psychologiques. Là aussi, certainement pour travailler sur l'aspect émotionnel. Et chaque paysage, finalement, est coupé là aussi par du silence. Encore une fois, qu'on trouve trop rarement au cinéma, et pourtant le silence existe dans la vie. Mais aujourd'hui, certainement pour des raisons commerciales, hein, parce qu'on peut penser que finalement, si ce film-là passe à la télé, si on mettait un silence de plus de 30 secondes dans un film, chacun viendrait à zapper. Malheureusement, à mon avis, c'est uniquement ce côté technique qui fait qu'aujourd'hui, les films doivent être remplis
ou de son, ou de musique, ou de bruit, ou d'image, voire violente. Alors, quel est-il ce moteur de l'émotion? Repose-t-il justement sur une esthétique de l'image? Puise-t-il ses sources dans la nostalgie? Faut-il le chercher dans les repères philosophiques? L'émotion est-elle seulement une notion individuelle? Est-ce que, par exemple, elle ne s'exerce pas de façon collective dans un cinéma? Intervenant autour d'événements liés au cinéma, je côtoie aussi des publics de tous les âges, allant de l'animation du périscolaire aux demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Mon message est constant dans ces groupes. La liberté d'expression la plus totale. C'est-à-dire que j'interviens par exemple dans des lycées difficiles, ou j'interviens aussi dans des IME. Et je pense que cette liberté permet justement à ces gens de pouvoir s'exprimer. On parlait de la censure tout à l'heure, au-delà de la censure, et que finalement c'est l'autocensure qui va faire qu'on va se retrouver dans une possibilité de faire un film qui va leur ressembler. On parlait tout à l'heure, on faisait référence à Bergson qui parlait justement de sortir des sentiers battus, mais c'est bien ça. C'est-à-dire que si on laisse totale liberté à un groupe défini. J'interviens par exemple dans une classe, un exemple précis, j'interviens par exemple dans une classe de 3e où le directeur de lycée m'a dit va voir, c'est un peu compliqué, la prof ne s'en sort pas, ils sont plutôt indisciplinés, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? On est allé les voir, j'ai passé 1 heure avec eux, j'ai regardé un peu leur centre d'intérêt par rapport au cinéma, par rapport à la musique, et finalement au bout de 10 minutes on choisissait de faire un clip de rap. Tout de suite, la première question c'est, en leur disant vous avez totale liberté, la première question c'est est-ce qu'on a le droit à mettre des insultes? Pas de souci, on a dit totale liberté. Donc on a commencé, et évidemment on est sur l'autocensure, puisque je leur ai dit, je vous préviens, c'est un clip qui est censé passer sur différents réseaux, sur Internet, donc vous assurez, vos insultes, vous assumez. Donc là, d'un seul coup, première autocensure, et on arrive finalement, au bout de 20 minutes, que moi je préfère la musique, moi je préfère le classique. Je dis, oui, ben justement, inventons un nouveau style, entre le rap et la musique classique. Inventons quelque chose qui va être entre la danse gitane, la danse classique, et inventons un autre style. Donc je suis intervenu 1 heure pour l'instant, même pas, 50 minutes peut-être. Et sur les 50 minutes, finalement, je les revois le 2 décembre, 3 décembre. Et finalement, en moins d'1 heure, on est arrivé à bâtir les premières bases d'un film. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais cette liberté d'approche permet finalement de réfléchir à autre chose. Aujourd'hui, je sais plus, je crois que c'est Rue 89, la semaine dernière, qui titrait aujourd'hui « Même les agences de com n'ont plus d'idées ». Mais c'est ça. Le nombre de projets qui peuvent être copiés entre des agences de com, il suffit de regarder des documents. Ils ont tous la même forme, ils ont tous la même couleur, ils ont tous le même principe. Aujourd'hui, je pense que c'est cette liberté d'expression qui manque, ou qu'on ne le donne pas aux gens, qui fait qu'on n'a plus ni l'aspect créatif, ni finalement l'aspect émotionnel, les deux étant liés. L'émotion est très utile pour apprendre. À l'école maternelle, au primaire, elle est naturelle. Pourquoi s'en priver ensuite? L'enseignement scolaire, surtout lorsqu'il s'accompagne des notes, s'apparente très tôt à un apprentissage émotionnel associé à des valeurs de récompense ou de punition. D'autre part, les émotions telles que l'étonnement ou celles que l'on qualifie d'épistémiques, par exemple l'intérêt, peuvent jouer un rôle clé. Les enseignants en ont conscience, mais malheureusement, très peu de recherches existent pour développer ces méthodes de pédagogie intégrant les émotions. Aujourd'hui, je pense que il y a ce fameux socle commun dont on parle de plus en plus, qui doit exister depuis les années 90. Vous connaissez le problème mieux que moi, certainement, je pense. Qui certainement permet d'avancer un petit peu, c'est-à-dire qu'on commence à intégrer en même temps, au niveau des scolaires, des valeurs qui n'existaient pas à l'époque où moi j'étais à l'école, par exemple. Un enfant peut apprendre pour faire plaisir à ses parents ou à l'enseignant, mais dans le cas de l'intérêt, y a-t-il une relation plus directe avec l'objet de la connaissance? Une stratégie sera peut-être de se concentrer sur l'émotion associée au matériel à apprendre, plutôt que de rendre émotionnels les éléments extérieurs. Le défi est de faire coïncider l'objet de l'émotion et celui de l'apprentissage. C'est le principe de la création artistique. Dans les années 50, on a supposé que dans le cerveau, il existait un sous-cerveau abritant des émotions, le système limbique. Cette idée a beaucoup influencé la manière de conceptualiser l'émotion. Depuis 2000,
principalement grâce à la neuroimagerie, on sait que cette vision est fausse. Beaucoup de régions corticales sont impliquées dans l'émotion et sa régulation. L'émotion essaime de manière distribuée dans le cerveau. Elle n'est pas uniquement un héritage de l'animal, elle est humaine et fine. L'émotion esthétique, par exemple, se déclenche quand le sujet possède les clés d'interprétation subtile. La définition de l'émotion fait aujourd'hui consensus. Contrairement à d'autres phénomènes affectifs, l'émotion est un processus dynamique qui évolue dans le temps, avec un début et une fin marquée, d'une durée comprise entre quelques secondes et quelques minutes. Kant faisait référence à une émission de type raz-de-marée face à une passion qu'il décrivait plutôt comme un fleuve qui créait son lit. Il y a deux grandes étapes dans l'émotion, le déclenchement et la réponse. Par exemple, le même stimulus sur la rétine, un film d'horreur par exemple, peut provoquer des émotions radicalement opposées. Les objectifs, les besoins, les valeurs, les motivations sont différents. Donc ça veut dire aussi qu'on peut ressentir de façon complètement différente un film. L'émotion n'est pas un réflexe. Elle est la rencontre d'une motivation et d'un événement. Une découverte récente démontre que c'est grâce aux neurones miroirs que notre appareil neuronal s'est structuré pendant les 2 ou 3 premières années qui ont suivi notre naissance, par mimétisme de nos parents ou des personnes s'occupant de nous. Le neurone miroir serait donc littéralement à la base de l'empathie, de la relation, de la compassion, de la culture. Dante avait compris toute cette histoire de mimétisme. Par exemple, dans la Divine Comédie, Paolo et Francesca, condamnés à l'enfer pour crime d'adultère, sont en réalité deux innocents qui ne désiraient pas, qui au début n'ont fait que mimer ce que leur montrait un livre. C'est René Girard, enseignant la littérature comparée dans les universités de Stanford et Duke, et membre de l'Académie française, qui est l'inventeur de la fameuse théorie du désir mimétique, qui a jeté les bases d'une nouvelle anthropologie. Imaginez un peu, il suffit que vous me regardiez faire une série de gestes simples, remplir un verre d'eau par exemple, le porter à mes lèvres, boire, je vais attendre un petit peu, pour que votre cerveau allume les mêmes zones, de la même façon que dans mon cerveau, qui accomplit réellement l'action. C'est d'une importance fondamentale pour la psychologie. D'abord, cela rend compte du fait que vous m'avez identifié comme étant un être humain. Si le bras d'un levier mécanique avait soulevé le verre, votre cerveau n'aurait pas bougé. Il a reflété ce que j'étais en train de faire uniquement parce que je suis un humain. Ensuite, cela explique l'empathie. Plus encore, que vous le vouliez ou pas, votre cerveau se met en état de faire la même chose et de donner la même envie. Par exemple, si quelqu'un bâille, l'autre personne va également bâiller. Alors, le moteur de l'émotion, quelle en est finalement la recette? Est-ce que c'est la passion, la neurologie, la psychologie, la physiologie? Là aussi, peut-être que... Est-ce qu'il faut faire finalement un choix entre toutes ces propositions ou pas? Et si soudain, finalement, tout s'accordait? Alors, je citerai Patrice Lecomte, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, et qui disait « J'avais sans doute un peu perdu le principal moteur qui me pousse à faire du cinéma. Filmer des émotions, être en rythme avec les battants de son cœur et raconter une histoire d'amour. Si je n'avais fait que ce genre de film dans ma vie, j'aurais fini par tourner en rond, par dire dans des choses différentes, puis revenir à la thématique de la passion, me donne non pas le sentiment de refaire un premier film, mais de redécouvrir ce que j'aimais vraiment faire. Je cadre moi-même mes films, je continue à citer Patrice Lecomte, je cadre moi-même mes films, et cela m'aide beaucoup. Je filme moi-même les acteurs, leurs sentiments, leurs hésitations, le grain de leur peau, et j'ai même parfois l'impression d'être avec eux. J'ai ce besoin, et c'est pour cette raison que je ne délègue pas. Souvent, quand les films ne me plaisent pas, c'est parce qu'ils donnent l'impression que l'œuvre et le réalisateur ne sont pas en fusion. Il est important de préserver ce lien d'intimité entre eux. Comme Patrice Lecomte, je pense que le chemin à prendre est sans doute un chemin humaniste, un chemin fait de rapports humains et de convivialité, un chemin d'optimisme. Alors, dès ce soir, écoutez de la chanson française ou de la pop anglaise, laissez-vous séduire par une partita de Bach, promenez-vous dans la campagne, promenez-vous dans les villes, regardez les immeubles, les monuments, parcourez les musées sans écouter les guides. C'est jamais. Alors. Multipliez les occasions de rencontrer la beauté, laissez la beauté des formes se faire jour devant vous, retrouvez le pouvoir de juger. La tradition ne nous guide plus, les experts se trompent sans cesse, l'accélération inouïe du progrès technique fait valser les critères. Bientôt, il ne nous restera plus que notre intuition, alors cultivons-la.
En guise de conclusion, je citerai Xavier Dolan, qu'on a encore regardé cet après-midi en boucle, au moment où on lui a remis le prix du jury à Cannes, là, récemment en mai 2014, pour Mimi, disait on fait ce métier pour aimer et être aimé en retour. C'est la revanche de nos amours imaginaires. Dans ce monde de fous, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas ce que vous faites, qui n'aimeront pas ce que vous êtes. Accrochons-nous à nos rêves, car ils peuvent changer le monde. Nous pouvons changer les états d'esprit, et ainsi nous pouvons changer le monde. Il n'y a pas de limite, sauf celle que nous nous donnons et celle que nous donnent les autres. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et je finirai par une dernière émotion. Et lorsque le couple s'embrassa devant l'hôtel de la ville de Paris, le photographe était là pour capter ce moment d'intimité. Il s'appelait Robert Doisneau. On peut aller prendre un verre? C'est prévu, mais si auparavant il y a des questions voilà, que le public veut poser. Je n'ai pas spécialement de questions, c'était très intéressant. On va faire ça, entendez? Ce sera mieux parce que ce sera la deuxième fois. Ça me va. Non, pas de questions. Des remarques. Tu veux le micro? Ah, je vais parler un peu plus fort. Oui. Non, mais au niveau des émotions, j'aime beaucoup ce que tu as dit sur les émotions. Parce qu'en fait, c'est vrai que je voudrais que tu puisses préciser, parce que les photos en elles-mêmes, c'est quelque chose de fixe. C'est que c'est une image fixe. Est-ce qu'en fait, chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir? Est-ce qu'on pourrait peut-être dire ça aussi? Ben, je pense qu'il y a peut-être pas envie d'y voir, mais je dirais que selon la culture de chacun, on a une vision, et ça peut-être une vision différente de la photo. Donc s'il y a une formation à l'image, par exemple, ou pas, on peut le voir de la même façon. Par contre, ce que j'expliquais tout à l'heure, mais en même temps, si tu veux partager l'émotion que tu as eue en voyant la photo, tu es obligé de rassembler un vocabulaire pour expliquer ce que tu as ressenti. Et la transmission se fait. Et c'est dans la transmission, finalement, que l'émotion collective existe. Parce que si tu as un regard par rapport à une seule photo, par rapport à ta culture, le fait de l'expliquer, donc d'utiliser un langage commun, va faire que finalement, tout le monde va se sentir en communauté par rapport à une photo ou un ressenti. C'est vrai pour la photo, d'ailleurs, ou pour le cinéma, parce que c'est toujours à travers l'élément transmetteur que l'on va transmettre cette émotion-là. Oui. Mais si, alors là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que si on regarde une photo, si on l'explique, si on explique un tableau, si on explique, est-ce qu'il n'y a pas une déliquescence? Est-ce qu'on ne va pas essayer d'harmoniser cette photo à une pensée que finalement du commentateur de la photo? Est-ce qu'on ne va pas essayer, et alors à ce moment-là, on annule toute émotion derrière la photo? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une explication autour d'une photo, l'émotion ne va pas passer de la même façon, à mon avis. Je pense qu'elle est filtrée. Elle est filtrée par les propos. Je citais tout à l'heure l'histoire de Arles en même temps. Donc elle est filtrée par les propos, elle est filtrée encore une fois par la culture. Mais finalement, on peut retrouver dans un lieu collectif des émotions communes malgré tout. Donc ça peut être le fait d'assister, bon là on parle de cinéma, mais ça peut être le fait d'assister à un match de football aussi, où finalement on a des émotions communes ou des frissons communs. Donc oui, je pense que tu as raison, il y a dans le sens où ça peut être filtré, donc il peut y avoir une autocensure, ou il peut y avoir un filtre qui peut expliquer que... Par exemple, tu prends la photo de Robert Doisneau. La photo de Robert Doisneau expliquée n'aura pas la même valeur que si on la regarde seule. Certainement. À mon avis. Certainement, oui. Certainement. On aura peut-être deux émotions différentes. On aura deux émotions différentes. Oui. On a souvent vu aussi que l'histoire est beaucoup plus belle quand on raconte dans quelles circonstances la photo a été prise parfois, comme je le disais tout à l'heure, le gars qui tombe dans la piscine.
parfois ça amène quelque chose en plus en fait. Parce qu'on imagine la chose juste avant le cliché, et le Oui, cliché ça va signer quelque chose. Ça va donner une explication, mais l'émotionnel, intrinsèque, interne, ne sera pas la même. C'est vrai pour ça, c'est vrai pour une peinture. Après, là, j'explique par exemple deux photos complètement, deux esprits de photos complètement différentes. La première avec la photo de la piscine et la seconde avec, je ne sais pas si les gens, parce que maintenant c'était devenu, les gens l'ont expliqué depuis la mort de Douaneau que ce baiser, la fameuse photo du baiser de l'hôtel de ville était une photo composée avec des acteurs, par exemple. Mais le fait de l'expliquer ne remet pas en question finalement le fond même de la photo. Par contre, on peut trouver très, très belle, je n'ai pas retrouvé mais cette fameuse photo de la piscine, mais j'allais dire de Bernard Descamps, je ne dois pas dire son nom. Justement, moi j'ai été très surpris. Bon, vous avez expliqué pourquoi cette photo a été faite depuis c'est dans l'hôtel de ville. C'était une commande. Donc il a fallu que le photographe pense. Enfin, il y a quand même une mise en scène. Voilà. Donc il a dû préparer mentalement. Tout à fait. Et, alors que l'émotion, je ne pense pas qu'elle puisse se préparer. Enfin, quand on est dans la vie, on a une émotion, elle ne se prépare pas, elle surgit. Oui, tout à fait. Donc c'est un peu antinomique. Mais elle se fabrique en même temps. Elle se fabrique. Lorsque l'on tourne un film, on en parlait tout à l'heure concernant la Croix du Plessier, lorsque Katia m'assistait sur les scènes, je lui faisais remarquer au fur et à mesure de l'avancée que selon la position des personnages, à un moment donné, et ça Douaneau s'en amusait aussi, lorsqu'on se retrouve dans une composition, j'allais dire, parfaite, c'est-à-dire que si une série de la scène du lavoir, pour ceux qui y étaient, lorsqu'on a une série de 8 personnages et qu'on a l'impression de se retrouver dans un tableau, parce qu'aucun visage ne cache un autre visage, par exemple, on a cette émotion qui existe. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir recréé quelque chose, et cette émotion du tableau qu'on a reconstruite, on va la transmettre lorsque le film sera transmis, lorsqu'il sera projeté. Mais donc on peut finalement, en faisant de la mise en scène, fabriquer des émotions. Et la meilleure preuve, je ne l'ai pas abordé ici parce que ça aurait été trop long, mais un tas de conférences sont données sur émotion et marketing. C'est comment dans une publicité générer des émotions pour pouvoir finalement donner un acte d'achat. Donc on peut aussi de façon artificielle finalement générer des émotions. Léo. Tout à l'heure, vous disiez, pour d'autres termes travailleurs que moi personnellement j'adore, vous disiez que, vous l'avez cité pour dire que ça fait partie des réalisateurs qui travaillent plus l'esthétique, enfin c'est des films d'esthétique, plutôt que des films qui sont... Ouais, enfin je citais plus ce film-là, ouais, l'émotion du ciel. L'émotion du ciel, mais donc des films d'esthétique, donc qui soignaient plus chaque plan, effectivement dans ces films il n'y a jamais un plan qui est pas bien, tous les plans sont super. Mais vous avez dit qu'il ne faut pas forcément beaucoup de plans. Donc ça veut dire quoi, qu'on se limite à des plans séquences? Parce que lui, par exemple, on pense à Tree of Life, il nous balance les plans tout le film, chaque plan est parfait, il y a beaucoup de plans justement. Donc est-ce que c'est-à-dire quoi, pas beaucoup de plans, qu'on se limite à des plans séquences particulièrement? Je sais pas, après si je sais pas si on a, enfin, si je compare par rapport à d'autres films dans lesquels on a plus de mouvements. Après, c'est vraiment subjectif, mais je pense qu'un film dans lequel il y aura moins de plans, donc sur lequel, ce qui veut dire qu'en même temps, techniquement, les plans sont mieux construits, sera certainement plus émouvant qu'un film d'action sur lequel on n'aura pas travaillé. Donc là aussi, donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment appuyer sur ces deux côtés qui montrent que finalement l'esthétique crée de l'émotion. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Donc je ne sais pas si techniquement, après, le fait de résumer à certains plans apporte plus, mais je pense que c'est le fait de la bonne construction esthétique d'un plan va générer de l'émotion.
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Il y a souvent un mouvement, il est dans le plan séquence mobile, surtout qu'il utilise la Steadicam. Alors que Michael Haneke, par exemple, peut dire que ses films, il n'y a pas énormément de plans, parce que c'est quasiment tout le temps des plans séquences fixes. Oui. Et là, justement, pour le coup, ça va donner une dimension de froideur. C'est très médical, ces films, on va dire, dans l'ambiance souvent blanche. Oui. Quand je parle d'émotion, je ne décris pas l'émotion. C'est pas, voilà, ça peut être une émotion, justement, ça peut être une émotion, ça peut être une sensation de froideur, sensation de découpage, voilà. Ça peut être une émotion de tristesse, de joie. L'important, c'est véritablement, on le disait à l'instant, de la construction de l'émotion. C'est plus que la partie... déroulement d'une histoire. Il privilégie la forme que le fond, finalement, mais c'est pas péjoratif. J'ai pas compris. En un sens, c'est privilégier la forme que le fond. Oui, probablement. Probablement. Oui. Oui. Je pense parce que j'ai un peu commencé là-dessus, c'est un peu c'est la lecture que l'on peut faire d'un roman par rapport à son adaptation au cinéma, par exemple, aussi. C'est-à-dire qu'on se crée nos propres images, et si on se crée nos propres images à la lecture d'un roman, on n'a pas envie de générer des mouvements, on a envie de générer des images successives qui vont finalement faire une histoire entière. J'avais lu concernant le Nouveau Monde, le Malik, que Christopher Plummer avait regretté d'avoir joué dedans, quand même pas, faut pas le dire souvent, et qu'il avait dit qu'il serait temps maintenant que Terrence Malick se trouve un scénariste, ou se trouve des idées. Je trouve que c'est pas vrai, parce que déjà tous les plans qu'il fait, il faut les penser. Une fois que lui, ça doit être plus ou moins spontané, mais c'était franchement... Le premier film que j'ai vu, parce qu'on parlait des émotions tout à l'heure, le premier film que j'ai vu, c'était, je devais avoir 8 ou 9 ans, c'était Alexandre le Bienheureux. Donc c'est pas le film le plus intello qu'on puisse connaître. Mais au moment où j'ai vu ça, que j'avais 7 ou 8 ans, je savais pas qu'après je rencontrerais Philippe Noiret. Donc on en a parlé quelques années. Et justement là-dessus, il disait... finalement, les gens me reprochent de faire du Philippe Noiret, mais c'est ce que je sais faire le mieux. D'autres questions? Moi, je voulais parler de la Joconde, qui est pour moi un thème absolument universel et qui n'a pas d'âge. Parce que c'est fixe forcément puisque c'est une peinture, mais elle fascine des gens de tous les pays et de toutes les générations. C'est vrai qu'aussi on a une éducation formatée malgré tout avant d'aller la voir. Mais malgré tout, elle reste toujours aussi captivante, quoi. Il y a quelque chose d'assez intemporel là-dedans et on se demande vraiment pourquoi, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans cette peinture. C'est une peinture où tout le monde se retrouve. Voilà, c'est ça. Je crois que le cinéma, il y a un peu de ça aussi, quelque part. Oui, certainement. Je pense. Certainement, oui. Et pourquoi on n'a jamais réussi à l'expliquer? Oui, il y a cette part de magie. Il y a cette part de magie, oui. Et je voulais même compléter ce que tu disais, parce que je ne sais plus pourquoi j'ai entendu parler de ça. Oui, peut-être à la télé. Où des gens, finalement... avaient vu des tableaux dans les livres depuis des années et des années. Et finalement, sans avoir spécialement... ils s'intéressaient aux peintres, j'oublie, ils s'intéressaient aux peintres, mais voilà, ils avaient le livre sans plus. Et le fait de voir le tableau en réel dans un musée a généré une émotion, alors que finalement dans le livre, on n'avait pas le même rapport par rapport à la peinture. Et pas le rendu, hein, c'est Oui. pas du tout pareil. Hein. C'est pas le rendu. Puis la distanciation, et puis il y a plein de choses aussi. Oui. Hein. Parce que quand on regarde un tableau, on peut le regarder de divers côtés, et c'est plus tout à fait la même chose. Voilà. La Joconde, c'est difficile de s'approcher de la Joconde quand on va au Louvre. Maintenant, c'est plus possible. Mais malgré tout, on peut en
encore pas mal de Chinois qui font des queues En jouant des coudes. de 2 heures pour aller la voir 5 secondes, quoi. Ouais, C'est assez fabuleux, ça. Et puis peut-être que si ça se trouve, dans 50 ans, plus personne n'ira la voir. Bon, je pense que, ça, comme tu dis, ça passe à travers les âges malgré tout. Oui, mais oui, c'est culturellement, ça reste. Donc culturellement, oui, c'est sûr qu'on la voit partout. Oui. Dans tous les dictionnaires ou dans tous les livres d'art. Oui. Je pense que le cinéma, c'est un peu du même ordre. Et puis les autres peintures. Oui. Les photos aussi. Les photos aussi qui génèrent une universalité. Oui, pour revenir à Doisneau, je pense qu'il y a certainement de cette même optique. C'est-à-dire que c'est finalement le fait de marquer une époque, le fait de marquer une génération, le fait de marquer un style, qui fait que chaque élément peut contribuer à un succès d'une image. Une image, d'une peinture, d'une photo, d'un film. Si on parle d'Abel-Gance, ou si on parle de... Pareil. À un moment donné... ça tombe dans le domaine public, dans le bon sens du terme, dans le sens où finalement, culturellement, tout le monde le reconnaît. Les étrangers viennent acheter cette photo, la carte postale. Oui. Pour revenir au photographe, est-ce qu'on peut dire que par exemple, le photographe qui va avoir l'opportunité de voir une scène instantanée va vouloir la capter et transmettre l'émotion, et si on peut opposer, compléter, ou je sais pas, l'autre photographe qui lui va construire son image pour après vouloir imposer finalement une émotion. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 2 sortes de photographes ou ils se rejoignent quelque part? Je pense que... Je n'ai pas de réponse, mais je vais raconter une histoire. Philippe Salin, qui était celui qui tirait les photos de Robert Doisneau, se promenait dans la rue avec Robert Doisneau. Du côté du boulevard Richard Lenoir, là où habite Philippe Salin. Et c'est là qu'on a le canal de l'Ourcq, avec les passerelles. Lorsque Philippe Salin a accompagné Robert Doisneau, à 3 reprises, il lui a dit « Ah, regarde, on dirait du Robert Doisneau ». C'est-à-dire que devant lui, à ce moment-là, parce qu'il était avec Robert Doisneau, il a vu une photo de style Robert Doisneau. Alors, voilà, là justement, après, 2 hommes qui se connaissent bien, parce que Philippe Salin tirait les photos de Robert, voilà, on a ça. Mais, voilà. Alors, 2 notions de photographe, n'empêche que Philippe Salin a son propre univers de photos, que Robert Doisneau avait aussi son propre univers de photos, mais à un moment donné, il y a devant lui un paysage à la Robert Doisneau parce qu'il était avec lui. Ça, c'est la magie de la photo. Par exemple, une photo que j'arrive jamais à prendre, c'est la Pointe du Raz. Ça fait des années et des années que je vais à la Pointe du Raz en Bretagne, j'arrive jamais à la prendre. Comme si la Pointe du Raz se refusait à mon œil photographique. Il y a un refus quelque part, où je refuse peut-être. Il y a une émotion qui ne passe pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas, où finalement, la Pointe du Raz, elle est magnifique. Je vois sur d'autres photos. Mais les photos émotionnelles telles que j'aimerais la prendre, j'arrive pas. D'accord. Je suis bloqué. Il y a des blocages où finalement, certaines photos ne peuvent pas être prises pour certaines raisons. Parce que tu penses que le rendu de la photo ne correspond pas à l'émotion que tu as vue lorsque tu l'as vue de tes yeux. Oui, absolument. C'est ça. D'accord. Non, ça peut être un problème émotionnel. Tu n'arrives pas à transmettre, à fabriquer l'image qui correspond à ton émotion. Voilà, c'est ça. C'est surtout émotionnel. Tu n'arrives pas à fabriquer ton émotion. Oui, là. Une autre question concernant le cadrage, encore une fois, mais en plus simple et moins libre. Est-ce que c'est vous qui cadrez vos films ou il y a et filmé également, ou il y a un chef opérateur et des caméras? Non, je suis très bien assisté. Ah, Katia. Non, je filme moi-même, mais j'ai toujours profité de filmer pour parler de ma vision et de ma façon de faire
à 2 personnes qui étaient toujours avec moi. C'était vrai pour la Croix du Plessier, c'est vrai aussi pour la ville de Joanne que je tourne en ce moment à Perpignan. C'est à la fois j'ai besoin comme photographe de voir exactement ce qui est fait et je transmets en même temps ma façon de voir les choses. Aux deux. Comment ? Il y a 3 cerveaux en un. Voilà. C'est comme les gendarmes belges, ils sont à cheval parce qu'il y a plus d'idées dans 2 têtes que dans une. Question ? Bien, alors, merci. Ben merci à vous pour Merci. votre écoute.